là, on va vous parler de l'interventionnel thoracique. Le premier intitulé que vous voyez, c'est du plus simple au plus compliqué. Moi, personnellement, pour tout ce qui est interventionnel, il n'y a pas de technique simple. Toutes les techniques, on va les considérer comme étant possiblement peuvent se compliquer, risquées et qui peuvent durer sur le temps. Il n'y a pas de geste simple, sincèrement. Le geste, il faut respecter les solutions pour ne pas avoir d'explication par la suite. Donc là, on va voir les différentes techniques de radiologie interventionnelle. Là, comme vous le savez, il y a des techniques qui sont diagnostiques, en l'occurrence les biopsies, et des techniques thérapeutiques, soit curatives, soit palliatives. Donc tout ça, on va voir tout ce panel de techniques. On va commencer d'abord par des cas cliniques, du plus simple, on va dire. Je vais présenter Dr Elie Moujdi, qui est radiologue interventionnel, qui travaille à Paris, à l'hôpital Poissy. Il travaille en collaboration avec le professeur Kijem, également à l'hôpital Ambassadeur, et qui fait de l'interventionnel également, spécifiquement interventionnel. Actuellement interventionnel, vous pouvez me corriger, tout ce qui concerne les embolisations génitales, les gastrostomies, les poses de peak line, les poses de midline, donc tout ce qui est endovasculaire et également le percutané. Et à mes côtés également, il y a Dr Yazen El-Badri, qui est radiologue spécialiste, qui travaille avec moi au CHU de Marrakech. Donc voilà, donc on va, je pense, commencer sans trop tarder par le premier cas clinique de Dr Moujdi. D'accord. Donc, on va commencer par un premier cas clinique. Alors, c'est une dame qui s'appelle Madame Bébé, 49 ans, qui a un cancer du sein. Et lors de son suivi, eh bien, on découvre ce nodule-là, ici. Et du coup, l'oncologue veut savoir ce que c'est. Donc là déjà, pour les non-radiologues, vous avez une coupe axiale, scanographique axiale, sans injection de produit de contraste, et qui prend les bases pulmonaires. Et vous avez une lésion. Donc on vous demande d'interpréter cette lésion. Comment elle est, le siège, et sa densité et tout, pour pouvoir poser le diagnostic. À votre avis. Donc là, vous avez cette lésion ici. Est-ce que vous allez compléter par un autre examen? On a une autre technique, vous demandez d'autres reconstructions, qu'est-ce que vous allez demander? Une fenêtre parenchymateuse, ça va nous être utile? Là, oui, oui. Mais sinon, là, vous avez un scanner qui est sans injection. Vous avez l'aorte ici, qui n'est pas rehaussée. Et vous avez un nodule qui est sous-pleural, qui est périphérique, et basal droit. Déjà, sur cette image, à quoi il faut penser? Dans ce contexte néoplasique. Localisation secondaire. Localisation secondaire, oui. Ou une greffe de choses inflammatoires type association tuberculose et cancer, parce que les cancéreux sont immunodéprimés. Oui. Ils atteignent comme ça. Il est comment le nodule? Comment vous pouvez le décrire? Déjà, sur la taille. La languette postérieure, c'est ça? Oui, il est périphérique, il est sous-pleural, il a une taille qui est petite taille, des contours qui sont réguliers. Et qui est unique. On voit une base qui est rattachée à quelque chose. C'est comme, Il est adossé à la terre, effectivement. Donc on va continuer le raisonnement, on va le montrer. On continue avec quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Un autre plan, d'accord. Okay. Injection, parce que la honte n'est pas. Ok. Donc là, il est injecté. Ah, donc c'est une participation vasculaire, c'est ça? D'accord. Ça se rehausse par rapport au sans injection. Et de façon hétérogène. Oui. Attends. Et un peu intense. Vous pensez à quoi? Vous confirmez votre diagnostic de métastase ou pas? Non. D'accord, ok. Et vous faites quoi? PET scan. PET scan, d'accord. Mais avant le PET scan, normalement, on doit mesurer la densité. Pour voir, est-ce qu'il y a effectivement un rehaussement et mesurer ce rehaussement. Est-ce qu'il est modérément rehaussé? Est-ce qu'il est intensément rehaussé?
Quels sont les autres diagnostics? Si ce n'est pas un nodule métastatique, qu'est-ce que ça peut être? À cette étape-là, avant le PET scanner. Il y a des zones de nécrose en dedans. Il n'y a pas de zone de nécrose. Il est rehaussé par C'est juste une densité hétérogène, parce que ce serait rehaussé après l'injection. Donc vaisseau et tissu peuvent être associés. Donc mesurons la densité peut-être pour avoir mieux. Est-ce que c'est la même densité au sein de la lésion? Est-ce que c'est différent? On évulise. C'est rehaussé, il y a un scan, on est dans un contexte oncologique, donc vous avez demandé un PET scan. Il y a un PET scan qui a été fait pour Oui, montrer notre il y a un PET scan qui a été On est en fait. oncologie, donc c'est une méthode qui a produit concret. Voilà. Donc, sur le PET scan, on voit que ça ne fixe pas. C'est pas 1,78 très- SUV. C'est pas très hypermétabolique. Mais la taille, s'il vous plaît, vous n'avez pas quand même dit. Ouais. Quand on dit la taille, il est à combien de centimètres au niveau La taille, c'est à peu près 9 mm. 9 mm. Et la densité, c'était comment? Différents axes. Oui, toujours 9 avec 9 mm. Là, la question de taille, elle est Ça va pertinente, pas fixer. effectivement. Donc, Oui. sur le PET scanner, ça ne va pas fixer. Normalement, Oui. il y aura des faux négatifs, Oui. généralement. Et quelles sont les autres tumeurs qui peuvent ne pas se fixer sur le PET scanner? Adénocarcinome, muscineux, et quoi d'autre? Les tumeurs non endocrines, exactement. Donc, c'est ça la gamme diagnostique qu'il faut avoir en tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou là, qu'est-ce qui manque? Les éléments qu'on ne vous a pas montrés Le type histologique d'abord de la... sur le scanner. Les primitifs. Il y a différentes incidences. Il faut le localiser dans les 3 dimensions où il se situe. Moi, j'aimerais bien une coupe D'accord. frontale. Oui. Frontale uniquement. Ou il y a d'autres. Frontale parce que là, c'est à côté du foie, c'est le diaphragme. J'aimerais bien voir comment ça se présente. D'accord. Voilà. Donc, Je ne suis pas sûr que c'est dans le poumon ok. déjà. d'accord. Coupe axiale, coupe frontale. Ok. Et on biopsie pas? Après l'avoir situé, Après avoir vu. peut-être D'accord. qu'on est L'oncologue est très pressé, il a demandé à ce qu'on biopsie ce nodule. Là. Il est en train de taper. Oui. Il a dit il faut biopsier ce nodule. C'est vrai, hein, ils ont demandé une biopsie pour ce nodule. Et après, on Il faut être sûr que c'est un sein uniquement localisé par un sein métastatique. localisation clinique sur un sein métastatique. Voilà. C'est un nodule solitaire, il faut raisonner autrement. Oui, c'est ça. Oui. Donc il veut absolument avoir une preuve histologique. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On se précipite, on fait quoi? On se précipite jamais. En temps réel, on raisonne maintenant, c'est-à-dire sur Oui. le plan. Mais en temps réel, il y a des gens Ils vont. qui vont. Et ben voilà. Voilà, qui vont. Ah, C'est ça, il faut dire. Mais On y va aller en tourner. biopsion ou bien en faisant la résection? Parce que même si on veut faire des coupes et tout ça, on va faire des coupes et en fin de compte pour soit biopsie, soit non. Donc si on est convaincu que c'est une localisation secondaire et que l'oncologue va changer peut-être le protocole ou faire c'est-à-dire faire un staff multidisciplinaire, il faut avoir une attitude dans les brefs délais. Donc il faut... On ne va pas dire est-ce que. Donc c'est-à-dire c'est dans la matinée qu'on va prendre la décision. Oui. C'est pas une biopsie facile. Hein. C'est pas une On fait façon. le Voilà. diaphragme avec Oui. la respiration. Ben justement, Vous êtes ça, hein, voilà. si on le biopsie comment? Parce que puisque c'est mobile à cet endroit-là, comment on va le biopsier? Tous ceux qui font des biopsies thoraciques. Donc déjà, tu as le parenchyme, il y a le risque de pneumothorax. Mhm. Il est un peu loin de la paroi. Et il n'est pas, comme vous avez dit, fixe, donc il peut bouger lorsqu'on veut faire le test de biopsie, n'est-ce pas? Alors, comme a dit M. Amin, pour les pneumothorax, il y a des gens même qui calculent, c'est-à-dire est-ce que c'est un parenchyme, c'est-à-dire qui est près il y a un grand risque, ou il faut aussi savoir que, bon, ça c'est une femme, donc il y a un cancer du sein. Chez l'homme, souvent, lorsqu'il y a une installation d'un nodule comme ça, c'est sur un poumon généralement délabré, un poumon emphysémateux, etc. Donc, on a un grand risque de pneumothorax. Donc, on cite que les précautions qu'il faut prendre maintenant selon vos questions. Alain, je suis radiologue, je suis installé, un clinicien, qui est un oncologue, qui met la pression, je veux lui faire plaisir, on va des ficelés, parce qu'il va partir dans le cabinet du coin, parce que, etc. Si je ne m'en pas, j'allais, je mets un arrêt tout de suite, il va me passer il va passer chez le voisin. Donc, c'est un travail, il faut que je lui fasse la biopsie dans des délais très vite.
Parce que le voisin va me le piquer, le radiologue en face va me le piquer. Et puis je vais perdre la crédibilité avec mon oncologue. Ça, c'est le réel. Le réel. Il y a autre C'est le chose. réel. Ouais. Il y a autre chose, je peux compléter ce stade-là. Parfois, on reçoit effectivement des dossiers de biopsie et de dossiers sans CD, avec des clichés, on coupe accès. Parfois même sur WhatsApp. Donc c'est ça, en fait, il faut avoir le CD, avoir toute l'iconographie pour pouvoir reconstruire les images, pour ne pas se piéger. Alors, il y a une personne parmi vous qui a demandé quelque chose d'hyper important. C'est situé dans le. Voilà. Avant. Et il y a quelqu'un d'autre de très raisonnable qui a dit je ne me précipite jamais pour faire ces trucs-là, parce que je suis assez malade. Parce que ça, ils sont en train de nous tendre un piège. Je voulais justement dire qu'il aille chez le collègue, pas de souci. Voilà. Tant que moi je ne me risque pas à faire un geste. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc déjà, si on le biopsie, on le positionne comment ce patient pour que ça soit moins mobile. Si jamais c'était hyper fixant, enfin si c'était suspect. Mais bon, ça tu montreras une fois que je fais la revue du positionnement avec le truc qu'a montré Sébastien Baumard. Ok. Maintenant, il faut réveiller les esprits. D'accord. Bon bah, surprise. Sympathie. Donc voilà, ici on voit l'intérêt des reconstructions et de la partie diagnostique avant d'aller se précipiter et piquer un malade. Mais je vous assure que la réalité du terrain, là où on nous exerce, c'est pas ça. Parce qu'on reçoit des patients qui viennent d'ASFIC, donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit refaire le scanner? C'est ce qu'on fait, ou refuser la biopsie pour des nodules comme ça, où on suspecte, surtout quand ils sont au niveau basal, sous-pleural, donc on suspecte une MAF. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous allez les biopsier ou refaire un scanner? Puisqu'il n'a pas de CD, il n'a pas de... Alors, on refait le scanner. Voilà. On- Ça peut changer. C'est les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Et peut-être même si c'est-à-dire pas ces cas un peu limites, etc., qu'on voit pas trop souvent, sincèrement, il faut faire un geste avec une imagerie un peu récente, parce que le poumon, comme j'ai un peu d'expérience, il change c'est-à-dire il peut changer de jour en jour, et le malade, avec un scanner de 48 heures même, ou de 24 heures, on peut trouver c'est-à-dire en élevant des... Vous avez vu, même en France, la malade a eu un PET scan. Alors que le diagnostic était sur le scanner. C'est-à-dire qu'il y a une errance. Malgré le CD, malgré tout, malgré le fait qu'on soit dans un pays où il y a les moyens, où il y a la reconstruction et tout, et pourtant on a fait une démarche oncologique. Heureusement qu'elle n'est pas arrivée jusqu'au bout pour tomber sur quelqu'un qui fait une biopsie. Ça aurait pu se passer comme ça, avec à la clé un décès pour la patiente. On a frôlé une fois le pire, à l'anévrisme de l'artère pulmonaire, avec une indication de biopsie sur un scanner sans injection. C'est ça. C'était rond, périphérique, mais c'était à l'anévrisme. Donc voilà. Donc, vraiment, comme Badr a insisté sur une chose, vous voyez, il n'y a pas de geste simple. Le simple geste de biopsie peut se transformer en drame, et Sébastien Baumard a montré un dossier avec un nodule simple qui s'est transformé presque en un drame thoracique. Et le poumon, moi je peux vous dire mon point de vue personnel, je n'aime pas le poumon en matière de biopsie percutaire. Je le déteste. Il est dangereux. Il y a tout dans le poumon. Il est imprévisible. Donc vraiment là, je préfère biopsier 1 million de fois. Mais le poumon, je prends toujours le temps de réfléchir, de savoir ce qu'il y a dedans, est-ce que l'indication est bonne, est-ce qu'il n'y a pas hypertension pulmonaire qui est en embuscade, est-ce que... tous ces éléments-là. Donc c'est ça le message important. Pas de précipitation. Ça l'a bien dit. Pas de précipitation sur les gestes interventionnels. Pesez le pour et le contre, réfléchissez. Et puis ensuite, vous avez aussi un cas de figure qui est très dangereux. C'est qu'il y a des malades qui déjouent tous les barrages. Quelques-uns. Recommandé surtout. Oui, ils vont déjouer tous les barrages, c'est possible. Moi, la dernière en date, c'est une manipulatrice qui vient me dire j'ai ma soeur qui a une dyspnée, etc. On lui fait un scanner, et 3 jours plus tard, elle vient me dire mais ma soeur est enceinte. Ouais. Parce que justement, elle est pistonnée et tout. Ouais. Et puis, vous savez, les trous du gruyère, là, ils sont décalés. Mais certains malades, ils vont tous s'aligner, ils vont passer tous les barrages, du clinicien, du radiologue, du manipulateur et tout ça, et au bout, il y a la connerie.
qui est souvent grave. Donc ça, gardez-le à l'esprit. Le syndrome des pistons. Pardon, déjà, la mesure de la densité, après l'injection, donc il a pris la densité des vaisseaux, là, donc s'oriente. Il avait une On densité est à pas dessus, là. 47 unités en suite. 47 unités en suite qui s'est rehaussée, donc c'est un peu, c'est du sang, donc Ouais, c'est rehaussé par la suite. Mais En est-ce qu'on sait moins la oncologie, densité en pourrait oncologie déjà au thorax, nous on fait pas orienter? des temps artériels parce qu'on fait des temps tissulaires. Donc c'est pour ça que c'est un temps veineux. Si on avait fait un temps artériel, on aurait vu un Ça truc qui flash. s'allume comme une ampoule, là on va dire ah c'est un vaisseau. Mais là c'est piégeant parce que c'est un bilan oncologique. Et tout nodule découvert dans un contexte néoplasique, ça ne veut pas dire forcément que c'est une métastase. Il faut penser à d'autres choses aussi. Donc voilà. Donc pour ce cas, c'est bon. On passe à un autre cas. C'est un homme de 50 ans, tabagique. Il est venu pour une hémiparésie gauche transitoire et on découvre, on recherchait un AVC, on découvre à l'IRM cérébral ces multiples lésions. Qui dit caractère multiple dit que c'est probablement secondaire. Et du coup, vous pensez à quoi c'est quoi le primitif selon le contexte? Il est tabagique, on est dans un atelier de thorax. Au moins une radiographie thoracique. Donc, Oui, non, mais ça c'est les hypothèses. Après, on verra. ça c'est au moins, si on pense que c'est un primitif. Mhm. D'accord. Directement un scan. Donc là, on a fait dans le cadre du bilan d'extension un thoracode bien. Et du coup, voici la vidéo de parenchyme pulmonaire. Donc c'est une petite séquence sur fenêtre parenchymateuse sur la partie qui nous intéresse. Donc là, il est situé où? Je pense que vous avez tous vu le nodule. Il est situé où? À gauche. À droite. À droite, right. À la pique, à droite. D'accord. Il y a aussi un petit peu d'emphysème. Voilà. Ok. Il est comment ce nodule? C'est spéculé. Oui. Avec un prolongement, il y avait un petit prolongement. Oui, un petit raccordement pleural. Oui. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez une idée sur la localisation du nodule? Parce qu'on voit assez fréquemment des nodules au niveau de cette localisation-là, lobaire supérieur droit. Un picot dorsal. Cherchez là, c'est sûr. Non? D'accord. En fait, parce que ce lobe-là, c'est le lobe qui est le moins bien drainé lymphatiquement. Du coup, généralement, les nodules se localisent à ce niveau-là. Et du coup, là, vous faites quoi? Vous avez ce nodule devant vous avec des lésions secondaires potentiellement dues à ça, cérébrales. Donc, vous faites quoi par la suite? Comment? D'accord. Il n'y a rien sur le reste. Une lésion de cette densité au niveau du segment ventral du LSD, avec des localisations cérébrales d'allure secondaire. Je vais penser en première hypothèse à une lésion primitive qui aurait des localisations secondaires au niveau cérébral. D'accord. Donc ça peut indiquer une biopsie. Et quand je vois également là où la lésion elle est localisée, peut-être que en termes d'abord, c'est possible de l'aborder sans pour autant avoir à faire beaucoup d'interfaces. D'accord. D'autres propositions? Je serais allé faire une endoscopie pour voir est-ce que je peux trouver un bourgeon. Et après, peut-être qu'on pensera à une biopsie. D'accord. Si je vous montre ces images, vous pensez à quoi? Enfin, comment vous pouvez aborder le nodule? C'est quoi les possibilités de biopsie qu'on peut vous proposer? Allez, l'endoscopiste a parlé, il a dit qu'il faut faire l'endoscopie en premier. Là, on est 100% d'accord. Oui. Qui est-ce qui a dit l'endoscopie?
Tout à fait d'accord. Commencer par l'endoscopie. Parce que même avec un brossage un peu. Si on ne au trouve niveau pas, on supérieur, peut trouver un bougeon. ou trouver un bougeon. Bah, parfois, le radiologue peut donner, est-ce que c'est quelque chose en Endoluminal. endoluminal, Exactement. et tu es orienté rapidement vers la lésion. Et ça aide beaucoup parce que s'il y a un petit saignement ou il y a une fragilité vasculaire, tu vas directement à la C'est une biopsie endobronchique. c'est ça endobronchique. Endobronchique. D'accord. Et est-ce qu'il y a possibilité d'arriver jusqu'à la lésion avec une biopsie endobronchique? Avec un brossage, on peut avoir des Parfois, on peut y saignements. arriver si on a, mais sinon, Mais jusqu'à Avec la une lésion. brosse, non, jusqu'à la lésion. c'est difficile. Mais Elle est un peu on loin. a fait des brossages, on a trouvé des cellules néoplasiques sur l'aspiration de brossage. Mhm. Et c'est l'intérêt de faire des biopsies. Et puis ça a un intérêt aussi si c'est un malade qui n'a pas les métastases, etc. Pour voir l'extension des lésions. Voir la carène, voir ce qui se passe au niveau de l'aube supérieure. On fait des biopsies un peu en amont de la lésion pour voir D'accord. un peu une idée sur l'extension de la tumeur. Ok, donc en fait, moi je vous dis qu'ici on peut faire une biopsie endobronchique parce que regardez là, je vous montre avec le pointeur. En fait, il y a un système de guidage électromagnétique. Ici. Live. Alors, il y a un système, on voit ici qu'il y a une branche qui arrive jusqu'au niveau du nodule. En fait, il y a un système de guidage électromagnétique où on peut insérer une mini-sonde ici qui passe dans cette petite branche et ça permet de micro-biopsier les lésions périphériques comme ça. Donc ça, c'est une éventualité. Pérendoscopique. Oui. D'accord. Ça existe maintenant, c'est des biopsies par endobronchique comme ça, très distales, en mini-sonde. Ça se fait de plus en plus, pour pas contrecarrer, mais à la place de la biopsie par voie percutanée. Donc c'est des mini-sondes qui vont en navigation dirigée sur les scans comme ça en 3D. Et un petit capteur qu'on a posé sur la peau du patient pour faire du recalage. Et ensuite, la mini-sonde, elle suit le trajet jusqu'à ce qu'elle arrive à l'endroit. Elle fait des biopsies en inframillimétrique, des aiguilles de 22 couches, pour des biopsies qu'on fait dans le digestif, pour le pancréas, pour plein d'organes. Et pour les ébus, c'est le même système avec des petites sondes qui vont aller très loin. Ce n'est pas encore le cas en France, enfin au Maroc, mais en France, ça se vulgarise de plus en plus. Et ça viendra certainement ici, donc vous serez confrontés à ça. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir le bon scanner sur lequel vous pouvez vous baser pour pouvoir aller au niveau. Je pense que ici aussi, une ponction transpariétale ne serait pas accessible vu qu'on est sous l'omoplate, n'est-ce pas? Alors, pour les radiologues, comment vous allez procéder si jamais on vous demande de biopsier cette lésion? Le trajet, l'accès, Est-ce que c'est facile? est-ce que c'est facile ou pas? Antérieur. C'est quoi le risque? Là, on voit les muscles pectoraux, on voit une côte peut-être là qui apparaît. On est sous la clavicule. Ça. On est sous la clavicule, oui. Oui. On est au-dessus de cette côte-là. Ouais. Il y a beaucoup de gros vaisseaux. Mhm. Je pense qu'il ne faut pas risquer de faire Vous parlez de la région axillaire ici, c'est ça? la réunion. Non, mais on peut aller en antérieur, en parasternal, on évite les sauts. Comme ça. Oui, comme ça. C'est Et on va loin. en c'est- extérieur. Si on va par asternal, on est dans beaucoup de parenchymes. Je pense que le risque de pneumothorax. Non? C'est faisable. C'est ça, voilà. Ouais. Et le deuxième problème en parasternal strict, c'est que normalement, il y a la côte supérieure qui est là. Et si on part ici, en fait, il y a le pédicule vasculaire qui passe vraiment sous. Non, c'est le pédicule Pédicule intercostral qui est intercostal. sous L'omertane, il est la là. côte supérieure. Donc en fait, quand on biopsie ce genre de nodule, il faut raser le bord supérieur de la côte inférieure pour éviter le pédicule. Et autrement, bon, si on veut biopsier ça, est-ce qu'on peut biopsier par voie postérieure? C'est en latéral. Et il y a des manières qu'on fait bouger le bras du malade. Comme ça, on voit sur le scanner la position ou l'opacité les plus proches de la paroi. Voilà, Donc on choisit le trajet le plus court. Le plus, Ouais, c'est ça. plus accessible. Ok, d'accord. C'est le moins risqué. Ok, parfait. Donc, ce monsieur a été biopsié, effectivement. Et du coup, l'intérêt ici, c'est qu'en fait, le patient, on le positionne pour repérage, on repère notre lésion, on repère aussi la borde de la lésion, on mesure la distance entre la peau et le nodule pour déterminer la taille de coaxial qu'on va utiliser. On a choisi la borde le plus court
Et quand on choisit l'abord, il faut éviter enfin, il ne faut pas viser une artériole ou bien une branche qui passe à côté. Il ne faut pas viser le médiastin non plus. Et là, si vous remarquez, on a abordé la lésion un petit peu de travers comme ça parce qu'en fait, le grand axe est dans ce sens-là. C'est pour avoir le plus de tissu en biopsion. D'accord? Donc voilà. Donc c'était ça le trajet de notre coaxial. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est une aiguille coaxiale 18 gauche, c'est ça? Exactement, 18 gauche. Comment vous avez mis les bras? Les bras, ils étaient le long du corps du patient. Oui. Donc voilà, donc là on voit les rayons X qui enfilent la coaxiale avec le trocar. Avec le bout de la coaxiale, bon là on n'avait pas complètement déployé. Et le bout du trocar qui arrive à mi-lésion, mais on voit quelque chose qui est apparu là. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'hémorragie. Il y a un petit décollement pleural, oui. Partiel. Un peu d'hémorragie. Oui, un petit peu d'hémorragie alvéolaire. Pourquoi ça a saigné? Un décollement et un verre dépoli tout autour de la lésion. Je pense que c'est tumoral, peut-être hypervascularisé. Oui, Possible. Possible. Mais c'est rare qu'un nodule saigne. En fait, généralement, quand ça saigne comme ça, à moins que le nodule soit hypervascularisé, en fait, ça veut dire qu'on a touché un petit peu de parenchyme pulmonaire. C'est le poumon qui saigne, c'est pas le nodule. Donc voilà, et dans le même cadre, en fait, c'est quoi la contre-indication absolue d'une fonction biopsie pulmonaire? Contre-indication pour valider l'indication de biopsie Une pulmonaire. dyscrasie sévère. Le Une dyscrasie sévère. TP, oui, Voilà. mais il y a une Anémie. contre-indication absolue où on ne doit absolument pas toucher au malade. Trouble de l'hémostase. Poumon ambuleux. Ouais. Oui, ça c'est des contre-indications, mais il y a une contre-indication beaucoup plus grave. En fait, c'est l'hypertension pulmonaire. Quand il y a une artériole pulmonaire qui passe à côté d'une lésion, si on la touche et qu'il y a une hypertension pulmonaire plus de 20, en fait, le gradient entre l'artériole pulmonaire et l'alvéole est élevé. Du coup, si jamais ça saigne, ça ne va jamais s'arrêter. Donc il aura une hémorragie alvéolaire, ou bien même si ça se déverse dans une branche, il aura une hémoptysie prévalente. Voilà, donc s'il y a une hypertension pulmonaire, on ne touche absolument pas aux malades. Les malades, le poumon, quand il a un régime de pression au maximum de 20 mm de mercure, qui est l'équivalent de la pression dans laquelle, là nous sommes à 0 mm de mercure, là, dans cette pièce. Donc dans les artères pulmonaires, dans nos veines, c'est entre 0 et 20. Quand on fait une prise de sang, on retire l'aiguille, on ne peut pas comprimer. Ça s'arrête parce qu'il n'y a pas de différence de pression. Par contre, si vous piquez une fémorale, vous êtes obligé de la comprimer. Parce qu'il y a 120 mm de mercure. Le sang va sortir. Du là où il y a le plus de pression vers là où il y a le moins de pression. L'hypertension pulmonaire, elle est gravissime parce que quand on va couper les vaisseaux, les malades, des fois, il faut une hémoptysie. Elle finit par s'arrêter parce que la pression est équilibrée entre les deux. Et si l'expecteur, l'écrasage d'Akshi, il n'a pas inondé ses bronches, ça va s'arrêter au bout de 2-3 minutes, ça s'arrête. C'est affolant parce que c'est une grosse quantité de sang, la pression arrête. Mais si un 30 mm de mercure, là je peux vous dire que on court à une catastrophe énorme. Et on ne peut même pas emboliser ces malades. C'est ça le pire. C'est-à-dire que d'abord ils sont inondés, il faut les intuber, ils vont avoir un poumon tassé, et quand le poumon est tassé par l'hémorragie, nous en géographie, on ne peut rien faire. On ne traite qu'un poumon ventilé, pour qu'on puisse trouver le vaisseau qui saigne pour pouvoir faire l'embolisation. Donc vraiment faites gaffe à l'hypertension pulmonaire, et n'envoyez pas des malades pour ça, parce que c'est l'envoyer au casse-pied. Si tellement le truc, c'est... On va rechercher systématiquement comme ça. Justement. C'est pas... D'abord, il y a l'emphysémateux. Donc, L'emphysème, c'est les malades qui sont emphysémateux et tout. Je ne sais pas quelle est la vie sociale sur la question. Ce sont des situations auxquelles on n'est pas confronté souvent.
Et encore une fois, si tu as 1 sur 200 qui a fait ça, c'est problématique. Nos malades, ils sont pratiquement tous. Malheureusement, dans notre hôpital, ils sont tous, la plupart tabagiques et BPC. Mais ce n'est pas forcément la maladie qui est la plus pourvoyeuse. Donc, bon, nous, ce qui nous gêne aussi, c'est l'insuffisance respiratoire. Oui, justement, il y a l'insuffisance respiratoire. Après, bon, on regarde le dossier, comme tu dis, mais il faut faire attention quand on a de grosses artères pulmonaires. Voilà. Je pense que le radiologue, avant de faire le geste, il exige beaucoup de choses pour ne pas tomber dans le piège. Parce que c'est lui qui va biopsie. Oui, mais on a beaucoup de pression, nous. En oncologie, on a beaucoup Tous les délais, sur les sorts de délais. Et nous avons le tic, si quelqu'un qui a plus de 20, entre 20 à 30, et c'est mortel à partir de 60, si on a, là, on va dire que cette lésion-là, comme ça, ne va pas donner il est généralement dyspnéique, le malade, comme a dit Saucet. Il est dyspnéique, il est donc avec une saturation un peu limite, et on va dire que ce n'est pas la lésion qui va donner ce tableau un peu bruyant. Donc on va creuser un peu, voir le VD, voir l'HTAP, etc. Et puis il faut dire au radiologue que j'ai trouvé comme quoi il faut la signaler. Mais nous, sincèrement, on n'a jamais, comme a dit notre collègue, on ne demande pas l'artère, sur l'artère pulmonaire pour demander une transpariétale. C'est pas la vraie vie. Hein. Les bons qu'on reçoit, c'est nodule suspect, biopsie pulmonaire. J'ai une question par rapport à l'amplitude du moment d'aiguille. Le fragment, il mesure combien là? 2 cm, c'est ça? Oui, 1 cm. Oui, c'était à peu près ça. C'est ça, parce que quand ça dépasse la taille du nodule, c'est pour ça qu'il Tout à fait. Exactement. Et est-ce que vous ne faites pas, je ne sais pas, quand vous avez un débattement d'aiguille de 2 cm, vous n'arrêtez pas l'aiguille avant, justement, pour avoir un débattement Oui, normalement, on a des aiguilles de 13, 23 et 33. À Poissy, on a des aiguilles de 10 et 20. À Ambroise-Paré, malheureusement, on n'a que les 20. Pourquoi? Parce que le marché de l'assistance publique de 37 hôpitaux, on peut acheter une aiguille, ça mènera. Et si tu veux prendre une qui est graduée de 10, 20, 30, pour des raisons comme ça, pour justifier pour l'acheter. Parce qu'elle va être achetée hors marché. Et quand on biopsie le poumon normal, c'est là où on fait l'hémorragie. C'est parce que les tumeurs sont en général pas très vascularisées. Donc des fois, quand il y a un vaisseau qui traverse dedans, il peut être blessé, c'est sûr. Donc j'ai une petite question peut-être de comparaison. Peut-être l'hémorragie en cas de transpariétale, c'est-à-dire vous arrivez à... Parce que nous avons c'est-à-dire un protocole pour arrêter une hémorragie, parce qu'on est sous la vue. Parfois, on est un peu dépassé, c'est des hémorragies qui emportent, qui inondent la branche, mais on a généralement, dans peut-être plus de 80-90%, on arrive à tarir cette hémorragie avec des moyens de bord. On n'a pas de laser, on n'a pas etc., de quoi électrocuter, mais avec le sérum salé, ne pas mobiliser les béquilles de fibroscope, rester à l'endroit, parce que généralement l'opérateur parfois panique, il change d'endroit et ça il inonde la branche et on aura des hémorragies. Mais vous, s'il y a une suspicion comme ça, il y a des mesures à faire? On va voir ça après. Ah d'accord. La réponse viendra. Oui, la réponse viendra, exactement. Donc, alors, ça c'est une... Bon, quand on veut retirer l'aiguille, est-ce qu'il y a des propositions? Comment on fait? En expiration. L'aiguille, En expiration. On a respiration normale ou en inspiration? En expiration. Vous avez dit tout à l'heure, et le patient doit être tourné vers le côté homolatéral Et quoi d'autre? Quoi d'autre? On peut, si on fait un patching pour le corps axial. Ben, c'est ce qu'on voit ici. En fait, on avait mis un patch de son autologue. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Et là, c'est une petite image qu'on a mis justement pour vous montrer l'effet tente ici. En fait, c'est un petit décollement pleural avec un effet tente là dû à l'endroit
de ponction de l'aiguille. En fait, la plèvre, il faut l'aborder, c'est logique, il faut l'aborder perpendiculairement. Si vous l'abordez perpendiculairement, vous allez la transpercer perpendiculairement les deux feuillets. D'accord? Si vous l'abordez complètement, vous allez riper dessus. Et puis l'aiguille, comme elle n'est pas bien biseautée, bien ma mariage mouzienne, qu'elle fait la plèvre viscérale et fait l'effet bhalak. C'est ça qui elle décolle elle-même. Donc je sais, les aiguilles sont elles-mêmes sujettes à l'origine parce qu'elles sont ما ماضيش بحال نهار العيد. شي خاصو شويه ديال فكان عندي داك اللي كيمردوا به des aiguilles كتستعمل حتى هي tout de suite, avant de piquer. Et puis il y a une autre astuce, c'est que quand on pique pour les radiologues, là, pour vous piquer, nous on a tendance à pousser. Le msmar, quand vous voulez mettre un clou dans un mur, vous ne pouvez pas le mettre avec votre main, il vous faut un marteau. D'accord. Par contre, vous pouvez visser. Donc, ayez le réflexe de visser les aiguilles. Quand vous les vissez, elles rentrent, elles progressent. Vous arrivez sur le truc, un moment de tournevis comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va traverser très rapidement et ça ne décolle pas. Ça, c'est des astuces de pratique. Pardon, pour le retrait du trocard, on demande aux patients d'expirer. Oui, exactement. C'est ce qu'on voit. Une sorte de compression. C'est comme si on et le mettre du côté homolatéral de la lésion. Exactement. Idéalement, de biopsier déjà, mettons le patient sur le côté contralatéral, si on arrive à voir la lésion. Mais parfois, on n'arrive pas. Donc, idéalement, dès le début. Parfois, on n'arrive pas à les positionner du même côté. Donc, vous injectez du sang à travers le coaxial? Exactement. Du sang qui a été prélevé au début du geste, on le garde de manière stérile. Et à la fin du geste, quand on aura tout fini, on injecte au niveau de la coaxiale en sortant, en demandant au patient d'expirer. Et avant de biopsier, il faut insister sur le fait qu'il faut que le bout distal de l'aiguille, du trocar, soit vraiment à ras de la plèvre. Avant de rentrer de façon d'un coup sec, il ne faut pas aller, comme a dit le professeur Hajjam, directement comme ça en le poussant. Il faut que le bout distal soit vraiment à côté, à ras de la plèvre. À ce moment-là, vous pouvez d'un coup sec rentrer, comme ça vous n'aurez pas de complications du pneumothorax. C'est ça. Et le sang, qu'est-ce qu'il fait localement? Vous injectez? Il coagule. C'est ça. Il est coagulé. C'est le trajet. C'est ce que font les anesthésistes aussi lorsqu'ils font les PL. Début de procédure, l'infirmière. Donc il est 2 cc, يديروا في السؤال نحطهم حداك يختروا un travail. Quand tu vas l'injecter du truc pas fluide. Un coagulant. Voilà, donc pour répondre à votre question, en fait, justement, je reprends la présentation du docteur Sébastien Baumard. En fait, ils ont fait une étude entre le CHU de Montpellier et l'équipe italienne qui a porté sur une nouvelle technique de biopsie percutanée utilisant un protocole qu'on appelle Pearl. Et en fait, lui, il a repris l'étude qu'a fait l'Institut Gustave Roussy. Il l'a validée en l'étudiant à une échelle plus large. Voilà, donc le protocole Pearl, c'est ça, et bien c'est la position du malade, c'est l'expiration, c'est l'obturation par le sang autologue. Rollover, ça veut dire remettre le patient sur le même côté de biopsie, et le patching pleural. Donc en utilisant ce protocole, la performance diagnostique, ça veut dire le rendu histologique n'est pas compromis. Donc c'est comme la biopsie standard. Ça permet de réduire le pneumothorax de 37% à 16% et ça réduit aussi le drainage thoracique dans les pneumothorax graves de 13 à 1%. Donc ça se passe comme ça. En fait, le patient, on lui demande de respirer calmement, on lui demande de ne pas parler et s'il peut éviter de tousser, ça serait bien. Et le positionnement, généralement, si on peut, on le positionne sur le côté à biopsier. Et quand on enlève l'aiguille, eh bien, il faut le remettre sur le côté qu'on a biopsié aussi. Quand on enlève l'aiguille, il faut l'enlever en expiration forcée et mettre le sang autologue pour fermer le trou. Et si jamais on a un pneumothorax, c'est bien à ce moment-là, si la coaxiale est toujours en place, on aspire, on met un patch pleural, puis on le remet sur la position, sur le côté qu'on a biopsié. Et si on avait déjà enlevé la coaxiale, à ce moment-là, il faudra mettre un drain thoracique, aspirer, mettre le patch pleural et puis voilà.
Vous aspirez directement avec le coaxial. Exactement. Oui. Donc, c'est-à-dire que le pneumothorax, il doit atteindre combien si c'est une fine lame, oui. on touche pas. Mais dès que ça commence à devenir moyen grand, avant à ce moment-là, il faut. Tu peux exsuffler sans mettre un bras aussi. Oui, c'est ça. Alors là, nous, on raisonne sur le. Il y a une classification, ce qu'on appelle l'indice de Light. Lorsque vous avez, avec la notion symptomatique ou sans symptomatique, avec un simple oxymètre, et puis lorsqu'il y a un petit décollement qui ne dépasse pas généralement, il faut retenir le chiffre, le tiers, le 30%, asymptomatique, généralement sous surveillance, le décollement. On a eu des cas. Justement, c'est le but aussi de mettre le patient sur le côté, parce que généralement ça. Là, avec toutes les règles que vous avez citées, plus ce qu'on a en propos. Surveillance clinique et puis après une radiographie thoracique. Bien sûr. Le malade ne sort qu'avec une radio. Généralement, j'aime pas donner les radios après. Je donne les radios parce que en intermédiaire, il y a beaucoup de panique. Avec la famille, avec le malade et on connaît nos familles. C'est-à-dire, alors il faut rester tranquille, dire que c'est bon, on verra ça, surveillance, etc. Oxygène. Non, justement, c'est l'indice de Light, il est excellent pour résoudre. Lorsque vous avez un 30% avec une oxymétrie normale, c'est-à-dire vous n'aurez c'est juste le repos et la surveillance. Il y a des gens avec 30%, c'est des BPCO, etc. Lorsqu'ils désaturent, etc., vous allez mettre un peu d'oxygène. Mais généralement, c'est la régression, c'est les spectaculaires après. Et puis, je fais une radiographie thoracique pour la remettre au malade. Nous, sincèrement, à Marrakech, on n'a pas cette expérience. Je me tourne de patch par le sang autologue. Ouais, je pense qu'il faut la faire systématiquement parce que, en fait, je prends le parallèle du foie. Maintenant, moi, toute biopsie hépatique, je lui mets un patch, soit du sang, soit des particules de gélatine, soit de la colle, Parce que quand j'ai vu en faire en place le saignement du foie normal, vous mettez une aiguille verte dedans, il saigne pendant 3 minutes. Il saigne. Donc c'est pas concevable qu'on fasse un trou dans un organe comme ça sans le fermer. Et maintenant on fait ce bout de patch. Ce bout de patch, il est très efficace. Il n'y a pas de risque potentiel d'embolie gazeuse? Il faut qu'il caillote. Il ne faut pas que tu injectes fort. Il faut que tu injectes à peine pour sortir ça au-delà du système coaxial tout en retirant. Si tu fais une injection comme ça, tu aspires au départ pour être sûr que tu n'es pas dans un vaisseau. Parce que effectivement, si c'est la veine pulmonaire, c'est l'embolie cérébrale. Et ensuite, quand il n'y a pas de reflux, qu'il n'y a pas de sang qui arrive, il faut après injecter un peu et puis en se retirant, injectant pour faire le truc qu'on a vu sur l'image tout à l'heure. Donc une quantité de 2 cc à peu près. 2 cc au maximum, 2 cc. 1 cc, ça suffit largement. Pardon. J'ai une question sur le médecin habilité à faire la fonction transparentale. Moi, je suis pneumologue, je l'ai fait. Il y a des chirurgiens thoraciques, des radiologues. Je ne sais pas en France, la personne habilitée sur le plan légal à faire je raisonne par égalité comme en cardiologie, la coronarographie, c'est un geste de radiologie. Normalement, c'est les radiologues qui les font. Parce qu'il y a un stent qui se fait juste après. C'est pour ça. Oui, juste. La coro, normalement, c'est un geste de radiologie. Et c'est les cardiologues qui les font. Parce qu'après, il y a un stent. Et c'est comme ça qu'il a été donné au. Je ne sais pas en France laquelle habilité à faire. Alors, je pose une question et je vais donner la réponse. Est-ce qu'un chirurgien cardiaque a le droit de faire une coro? Oui. Est-ce que, non. Oui, non. Il y a des chirurgiens qui font pas. Il peut la faire. Ils ne font pas. Ils ne font pas. Non, je ne fais pas trop. Je ne connais aucun chirurgien cardiaque qui a fait une coro. Je sais qu'ils assistent avec. Oui, mais ils ne font pas. Il n'y a pas de chirurgien cardiaque qui fait une coronarographie. Il n'y a pas de cardiologue non-intervention qui fait coro. Il n'y a pas de chirurgien vasculaire qui fait une coro. Cardiologue. Le cardiologue, il a. Le cardiologue interventionnel fait les coros. Point barre. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte de loi qui régit tout ça. Il y a un diplôme universitaire de 2 ans pour faire de la cardiologie interventionnelle. Deuxièmement, il faut un nombre de coronarographies diagnostiques par an. Et troisièmement, il y a un nombre d'angioplasties stenting par an. S'il n'y a pas ces 3 critères-là, tu ne peux pas faire de coro. Donc, aucun autre praticien ne peut faire ça.
Deuxième exemple, la neuroradiologie interventionnelle. Si tu n'as pas le diplôme de 2 ans, si tu n'es pas habilité à le faire, alors là pour le coup il y a quelques neurochirurgiens qui le font, mais ils ont fait tout ce parcours pour le faire, ils ne peuvent pas toucher. Parce qu'il y a 2 textes de loi en France qui régissent ça. Le texte de la radiologie interventionnelle, la Khaj. Donc c'était no man's land. Tout le monde peut faire ce qu'il y a en radiologie interventionnelle. L'endoscopiste fait du TIPS, il fait de l'endoscopie, il fait des TIPS, il fait des drainages biliaires. L'urologue, il fait des néphrostomies. Le chirurgien vasculaire fait les stents de l'artère iliaque. Tout le monde fait tout, il peut tout faire. Parce que, et la loi, en fin de compte, quand il n'y a pas de texte de loi qui dit qu'il faut un nombre d'actes, qu'il faut ça, c'est ça, la justice, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche, parce qu'elle a un médecin, point, elle a un spécialiste. Donc, elle en tant que pneumologue, moi j'en ai fait 300. Eh bien, monsieur, vous avez la capacité pour le faire. Dans cette jurisprudence. Voilà qu'il n'a pas la loi où la biopsie par le radiologue qui a fait un DU de radiologie interventionnelle oncologique, qui fait 150 biopsies par an, etc. Là, et donc aujourd'hui, on est dans le no man's land en radiologie pour que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Même si effectivement c'est fait plus par les radiologues que par eux. J'ai répondu à la question? Tout le monde fait tout jusqu'à ce qu'une loi est là pour protéger la compétence sous forme d'un diplôme. وهذه ديال فرنسا ديال la loi pour la radiologie, يا الله نزلت هذه واحد 2 ans pas encore appliquée légalement. Parce que d'abord, on a les chimio-embolisations. Moi je fais pas 50 chimio-embolisations par an. Parce qu'à l'âge, parce qu'on fait plein de choses, le coronavirus, il fait que de la coro. Nous on fait le stenting de sang, c'est tout. Donc c'est qu'on a un package, je vous le dis, 500 de tous les gestes, 1, 2, 3, du type 1, du type 2, 3, pour stabilité. Mais honnêtement, si on veut faire quelque chose dans la vie, il faut absolument qu'on soit dans cette réglementation. Il faut écrire un référentiel métier sur chaque spécialité. Oui. Savoir qui fait quoi. Voilà, donc l'étude dont on a parlé, c'est une étude multiprospective et observationnelle. Elle a porté sur 413 patients, dont 204 où le protocole Pearl a été utilisé et 209 avec le protocole standard. Donc la taille de la lésion était identique à peu près. L'excavation, il y avait 17 excavés dans le groupe Pearl et 11 dans le groupe standard. Et la longueur du trajet de biopsie était pareil à peu près. Donc, le nombre de patients qui étaient couchés sur le côté à biopsie était de 131 dans le groupe Pearl et dans l'autre groupe 17. Voilà, donc on a remarqué une diminution du taux de pneumothorax à 9% dans le groupe Pearl versus 23% dans le groupe standard. La sévérité du pneumothorax a diminué de 21% à 6%. Il y a une diminution de recours au drain thoracique et il n'y a pas eu d'altération du succès technique et de la preuve histologique. Donc là, c'est un exemple d'un nodule apical droit avec plein d'emphysème. Donc on a couché le patient sur le côté à biopsier. Le patient malheureusement il a fait un pneumothorax. Du coup, il a été exsufflé et on a fait un blood patch. Et après, on l'a remis sur le dos pendant 2 heures et après, c'est bon. Donc voilà. Ça, c'est une étude, une méta-analyse portant sur 9 études faites par une équipe chinoise qui a été publiée en 2022, qui a montré qu'il y avait une efficacité identique dans les 2 groupes entre les biopsies qui ont été faites par un trocar de 18 gauche et les aiguilles de cytoponction fine à 22 gauche. Donc l'efficacité était identique, le pneumothorax aussi, le risque de pneumothorax était identique. Le risque d'hémorragie aussi était identique et le drainage de pneumothorax grave était également identique. Et là, c'est une étude publiée en 2024 par une équipe américaine qui étudie le taux de complications suite à une biopsie pulmonaire percutanée par différentes tailles de trocars de biopsie. Ils ont utilisé là 18 gauche et 20 gauche. En fait, le risque de pneumothorax et le recours au drainage étaient identiques dans les aiguilles à 18 gauche et 20 gauche, mais nous, on préfère rester sur le 18 gauche parce qu'il y a une meilleure performance diagnostique. Et là encore, je souligne le fait que les facteurs de risque de pneumothorax
c'est surtout la profondeur de la lésion qui est supérieure à 2 cm et la taille de la lésion qui est inférieure à 2 cm, mais pas la taille du trocar. Alors, S'il vous plaît, oui. Vous êtes dans la lésion et le patient fait un pneumothorax. Vous faites la biopsie ou pas? Je continue la biopsie. Vous faites la biopsie. Je continue la tranquille. biopsie. Et après, en sortant, j'exsude. Ok. Pour moi, il faut y aller une fois. Parce qu'on prendra les malades. Mouchki, là. Et c'est pour ça qu'on est content que cette biopsie par endoscopie avec l'administration soit là. Parce que là, pour le coup, on ne l'a pas comparé, mais le taux de complication est nettement moins important. Pour les lésions périphériques. Pour les lésions périphériques. Enfin, pas pour les petites lésions. Mais bon, après, pour la mettre en place, il faut faire l'endoscopie, l'anesthésie, tout ça. C'est pas... La logistique n'est pas simple. Et la biopsie, elle se fait en temps réel, c'est-à-dire que le malade il est dans le scanner et vous le faites? oui, bien sûr, en temps réel. Avec système fluoroscopie, on a la pédale, on fait les 3 coupes, on déclenche, on prend la carotte et on vérifie, et puis après on prend les carottes sur le... Mais en discutant avec un anapathe marocain, parce que les anatomes pédiatriques français, ils ont besoin de beaucoup de prélèvements. Et nous, ça nous embête dans le poumon, parce qu'il faut faire, ils veulent 3-4 carottes. Et plus tu fais de carottes, plus tu veux ces complications. Au-delà de 2 carottes, la 3e est toujours un problème. La 4e, c'est pire. Et donc, en discutant avec un anapathe ici, qui fait de la cyto, il me rassure en disant, lui, moi j'ai besoin d'un minuscule fragment, avec le séquençage aujourd'hui, on peut en sortir des miracles. Et si l'on pouvait faire ça, faire de la cyto, c'est-à-dire faire des biopsies avec une veine de gauche dans le poumon, ce serait l'idéal. Parce que on réduirait le risque de complication à presque 0, même si cette étude, par exemple, ne le montre pas. Là, on va enchaîner avec un autre volet de la radiologie interventionnelle thoracique, et en illustrant ce cas d'une femme de 49 ans qui présente des hémorthésies récidivantes. Vous avez la radiographie thoracique. Est-ce que vous voyez des anomalies sur cette radiographie thoracique? Une femme de 49 ans qui se présente aux urgences pour des hémorthésies récidivantes. Les opacités hétérogènes en rétrocardiaque gauche. Oui. Aréolaire. Image aréolaire à quel niveau? Rétrocardiaque, base à gauche, au niveau du lobe supérieur. Donc on reçoit cette dame, donc le pneumo il demande de faire un scanner thoracique, précisément un angioscanner thoracique. Je vous montre les images. Ce que vous voyez. Voilà, des bronchioplasies, des dilatations de branches intéressantes. Monoliformes, kystiques, avec des niveaux. Différents âges. Différents âges et une flash de condensation ici, foyer. Spécialement, il a demandé l'angios à viser embolisation par la suite. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, vous avez la reconstruction frontale, oblique. Là, on voit très bien ce foyer suraffecté, les dilatations de branches, de part et d'autre, intéressant les différents segments. Et là. Non, le problème, c'est que lorsqu'il y a à l'artério, on ne va pas savoir lequel qui saigne, parce qu'ils sont tous... c'est des lésions un peu diffuses, c'est des microvascularisations, comme j'ai appris moi-même. Oui. Déjà, il n'est pas là. Et il y a une valeur localisatrice donc normalement. On ne sait pas où il... Voilà. Quand c'est nodulaire, il y a du verre de poli qui entoure. Quand il y a du verre de poli, à ce moment-là, on sait que c'est probablement à ce niveau-là où ça saigne. Ah, d'accord. Quand c'est des dilatations de branches comme ça, effectivement, on ne va pas savoir, mais on va peut-être cibler plus le côté différents inférieur mécanismes dans différents tonneaux. Mais on va aller emboliser les différentes artères. Ah, les différentes artères. Les différentes artères. Qu'elles soient bronchiques ou non bronchiques. D'accord. Donc là, est-ce que ça vous suffit, ces planches? Non, il faut le temps injecter. Voilà. Temps injecté. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voyez? Pour ceux qui ont assisté à vos ateliers de communication, ils verront la réponse rapidement. Là, vous êtes d'accord, c'est un scanner injecté, fenêtre médiastinale, on voit un rehaussement au niveau de l'artère pulmonaire ici. L'aorte est un tout petit peu rehaussée. Donc c'est un temps... Quel temps? C'est artériel. Oui, artériel.
comment? Artérielle? Parce que c'est l'artère pulmonaire. Artère pulmonaire. D'accord? Donc c'est un temps qui a été réalisé pour rechercher une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire. C'est ça la demande en fait. À l'extrémité, ici, c'est un aspect pas de fumée. Ici. On a l'impression que Il y a ça. une lacune ici, effectivement. Juste l'artère qui est atteinte, parce qu'il faut peut-être un temps pour voir est-ce que c'est ici une amputé. lacune. Voilà. Est-ce que c'est. J'avance pour ne pas perdre beaucoup de temps. Il y a également sur cette reconstruction frontale, vous voyez qu'il y a une lacune ici. Lobaire inférieur gauche, également sur cette reconstruction sagittaire. Alors, je vous dis ce qu'on avait fait pendant la garde, les résidents. Angioscanner thoracique, c'est l'initial. Donc, il a été réalisé effectivement, comme vous avez mentionné, à la phase artérielle pulmonaire. Donc là, c'est la description de la radiologue, enfin résidente. On a corrigé, mais regarde. Donc, lacune hypodense dans la branche droite et la branche lobaire inférieure gauche, et ces branches segmentaires, donc diagnostic embolie pulmonaire. C'est ça. Alors, hémoptysie plus embolie pulmonaire, que faire? Est-ce qu'on va anticoaguler? Est-ce qu'on va emboliser? Est-ce qu'il faut refaire le scanner et tout? Refaire le scanner. Refaire une deuxième fois. Relire le scanner par une équipe plus expérimentée. Refaire. Parce que techniquement, ça n'a pas été bien techniqué. On fait un temps artériel pulmonaire à la recherche d'une embolie pulmonaire. Le temps artériel était... Il faut un temps mixte. On voit l'artère pulmonaire et l'aorte également. Sinon, on va faire deux acquisitions. Une artérielle, pulmonaire, et une aortique. Les deux. Donc, on a refait effectivement le scanner le matin même. Donc, là, comme vous voyez, il y a disparition de lacune. Il n'y a pas de lacune à la base, mais c'est l'aspect enveloute. À la base, j'ai insisté. Donc, le message, il est transmis. Voilà. J'ai insisté sur. Il ne faut pas leurrer et dire que c'est une amputation et dire, moi et le radiologue, on anticoagule. Parce que si on anticoagule, d'abord, c'est une hémoptysie, par quoi on va anticoaguler. C'est ça, c'est le dilemme. Avant, on a fait des anticoagulants chez Maïs B7 avec des hémoptysies, avec l'INOEP, oui. Donc, peut-être mais ça reste toujours délicat. Parce que tu vas te retrouver avec des thrombopénies, avec d'autres problèmes que. Tout à fait. Même là, rectifier le tir. Donc là, vous avez les reconstructions. On voit très bien l'arborisation artérielle pulmonaire. Il n'y a pas d'embolie, il n'y a pas d'embole pulmonaire. Là, sur cette reconstruction, on voit très bien cette artère bronchique gauche qui est volumineuse, qui est tortueuse, qui va de parallèle avec l'artère lobaire inférieure gauche. Donc là, à retenir, c'est le diagnostic de fausse embolie pulmonaire. Donc il faut toujours avoir un temps mixte, c'est-à-dire un temps d'équilibre artériel pulmonaire et aortique. Quand vous avez des lésions qui peuvent engendrer une hypervascularisation artérielle bronchique, en l'occurrence les foyers de dilatation des branches. On dit aux résidents de faire un aller-retour quand il y a une pathologie pulmonaire sous-jacente. Tout à fait. Pour éviter, parce que derrière la console, ça parfois est forcément c'est rapide. Oui, c'est rapide, il faut assister logiquement, voilà, mais parfois on est débordé. Le moulin, donc c'est un aller-retour pour être sûr que le deuxième temps. Et parfois on a recours à un troisième temps, quand vraiment il y a des anomalies de flux, des artefacts de flux très importants. Moi, généralement, soit pour toutes mes embolies pulmonaires, je demande à faire un temps mixte. Je leur donne des chiffres exacts pour qu'ils aient la. Enfin, j'ai essayé sur plusieurs patients et j'ai un protocole pour les sujets âgés, un protocole pour les sujets jeunes. Quand je vois que c'est une femme enceinte ou quelqu'un qui est un petit peu obèse, je sais que ça ne va pas le faire. Du coup, à ce moment-là, je leur demande de poser le ROI sur l'aorte descendante. Et ça marche très bien. J'ai les deux qui sont pacifiés, l'aorte et l'embolie pulmonaire, et franchement, c'est bien. Mais il faut également éduquer les techniciens parce que eux, embolie pulmonaire, ils vont mettre le ROI au niveau de l'artère pulmonaire systématiquement. Donc ça va donner que ce soit l'oreille gauche. Exactement. Ça commence à arriver dans l'oreille gauche, on a toujours un très bon temps. Exactement. Mais c'est le message à retenir pour ce dossier. Et là, comme vous le savez, c'est juste pour rappeler les circulations artérielles pulmonaires. On a l'artère bronchique qui part avec l'artère pulmonaire avec plusieurs anastomoses. Donc là, c'est l'aspect tout à fait normal des anastomoses physiologiques qui sont à l'état normal réduite. Et quand on a un processus pathologique inflammatoire ou tumoral, là, regardez, du côté droit, vous avez l'artère bronchique qui est tout à fait droite, qui est tout à fait normale, et vous avez l'artère bronchique qui est hypertrophiée
avec sur ce foyer infectieux lobaire supérieur gauche. Vous voyez, le calibre, il diffère. D'accord? Donc, du coup, ce qui va arriver, quand on va avoir une unité non fonctionnelle, pulmonaire, qu'elle soit segmentaire, lobaire ou sous-segmentaire, on va avoir une compensation avec une hypertrophie de l'artère bronchique, ouverture des anastomoses, donc passage du flux artériel bronchique qui émane de l'aorte, qui va passer au niveau des artères pulmonaires, c'est ce qu'on appelle le shunt systémo-pulmonaire, le shunt rétrograde. Il y a des shunts antérogrades, mais dans ce cas particulier, c'est un shunt rétrograde à contre-courant. Donc le sang qui n'est pas opacifié à la phase artérielle pulmonaire, qui est noire, va passer dans l'artère pulmonaire et va donner ces images de fausse embolie pulmonaire. Les silicoses aussi peuvent donner... Tout processus inflammatoire, infectieux ou tumoral peut donner ce genre d'image. Donc il faut faire attention, le message pour ce cas, c'est bien de techniquer et que le technicien ait cette notion en tête et ne pas fausser le diagnostic. Donc là, c'était juste après, le jour même, on a refait le scanner. Là, vous voyez cette reconstruction, l'artère bronchique. Donc on a embolisé, là c'est le cathéter Cobra, puis après par la suite on a mis un microcathéter et on a embolisé le côté droit pour répondre à votre question. On a embolisé le côté gauche également. Donc on a embolisé les deux côtés avec le cathéter et le microcathéter de façon distale. Et on embolise avec des particules pour les radiologues, des particules qui ont un calibre de plus de 500 micromètres. Parce qu'au-delà, on risque de faire passer ces particules d'embolisation via ces shunts qui peuvent être volumineux. Donc on choisit généralement des billes, parfois plus de 800 micromètres, parfois jusqu'à 1000. Donc il ne faut pas choisir, pour ceux qui font de l'intervention, des particules de moins de 500 micromètres. Alors, c'est un rappel juste pour l'anatomie des artères bronchiques. Là, le type 1, c'est le type le plus fréquent. On a un tronc broncho-intercostal du côté droit, une artère bronchique lobaire supérieure et inférieure. Donc je passe les rappels anatomiques, mais il faut savoir qu'il y a des variantes anatomiques. Donc, une artère bronchique peut naître de façon ectopique de l'artère subclavienne, comme il peut y avoir des anastomoses également. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux procédure pour ne pas engendrer des embolisations hors cible et avec des complications qui soient graves. Il y a également d'autres artères qui sont systémiques mais non bronchiques, à savoir ici l'artère mammaire interne qui peut vasculariser un processus tumoral, un processus infectieux lobaire supérieur. Il y a également les artères phréniques qui peuvent vasculariser ou participer à cette néo-angiogénèse, on va dire, au niveau, par exemple, ici, lobaire inférieur gauche. Donc tout ça, on le voit soit en scanner, ou là, si jamais on a un doute, on perd procédure. Un deuxième cas qui va illustrer ces propos. Donc là, vous avez un homme de 43 ans, antécédent de tuberculose. Il a des hémoptysimes de moyenne abondance, une douleur thoracique tout sèche avec l'altération de l'état général. Donc on réalise un scanner. Là, vous voyez les images. Qu'est-ce que vous voyez? Une lésion cavitaire. Lésion excavée ou cavitaire apicale gauche. Foyer de dilatation de branche. D'accord. Décondensation. Voilà. Je vous montre les fenêtres médiastinales. Alors, on voit très bien que ce processus, il y a un angiogramme, il est vascularisé. Il est excavé, il est vascularisé. Sur ces reconstructions, donc on a dit que c'est lobaire supérieur gauche. Donc, il va être, puisque c'est le poumon, c'est un processus qui est infectieux, il va être vascularisé par l'artère bronchique et les artères systémiques non bronchiques. En l'occurrence, ici, c'est l'artère mammaire interne. Il branche l'artère mammaire interne. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller cathétériser cette artère bronchique gauche qui est là, et puis après aller vers la subclavière pour cathétériser, emboliser. Donc c'est ce qu'on avait fait. Là vous voyez cette coiffe pleurale ici. Donc là c'est l'artère bronchique gauche. Il y a même des artères intercostales. Donc on a opacifié, on a mis un microcathéter, comme vous voyez ici, de façon très très distale, et on a embolisé avec le résultat après qui est satisfaisant avec exclusion du foyer hypervasculaire. Voilà. Donc la même chose, on est monté vers l'artère subclavière. Là, vous voyez l'artère ici, mammaire interne, avec les branches. Donc on a embolisé. Je ne sais pas si ça va ici. J'enlève le pointeur. Là, vous voyez, regardez. Regardez ce qui arrive. Il y a de gros shunts. De gros shunts. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
quand on va emboliser ce malade, puisqu'il y a de gros shunts. Donner une pression importante. Parce On a parlé des particules d'embolisation. Il faut choisir des billes qui soient plus grosses. Deuxièmement, donc, en matière d'embolisation, on en a parlé, donc il faut utiliser des particules d'embolisation. On peut utiliser du curaspant dans ce cas-là avec de gros fragments. Ce qu'il ne faut pas utiliser, généralement dans les hémoptysies, ce sont les coils. Les coils parce que ça risque de ressaigner. À ce moment-là, on ne peut pas aller encore une fois emboliser, contrairement aux malformations artérioveineuses. Ce malade a été adressé parce que les chirurgiens ne pouvaient pas opérer, c'est ça? L'embolisation. Oui, généralement, non. Parce que Généralement, on les prend en urgence, pour traiter l'urgence. Ah, d'accord. Et puis après, viendra le traitement, on discutera du traitement. Donc là, comme vous voyez, on va partir très très distalement pour éviter tout reflux, parce que comme vous voyez ici, l'artère mammaire interne, juste en haut, il y a l'artère sous-clavière. La subclavière, il va donner quelle branche, normalement? L'artère vertébrale. Les artères vertébrales. Donc le risque ici, si on ne va pas aller très très distalement, c'est d'avoir un reflux. Si jamais tout ça il est rempli, il y aura une pression en aval. Donc du coup, si vous exercez une pression importante, toutes les billes vont partir, reculer et aller vers l'artère vertébrale et engendrer un AVC ischémique. Donc là, un autre cas d'un ancien tuberculeux de 42 ans qui présente également des hémoptysies. Ce malade-là, justement, il avait un processus lésionnel ici qui a été traité par embolisation et qui s'est compliqué par un AVC ischémique. Lobectomie, donc on le reprend, il garde encore un déficit moteur. Donc là, comme vous voyez, une lésion de la lobectomie supérieure droite. Donc, il a des micronodules qui sont diffus dans le lobe inférieur droit. Donc, il a des saignements. La même chose, donc on fait notre cartographie par l'angioscanner abdominal. On repère les artères bronchiques en question. Ici, il avait une artère bronchique et une artère également qui émane de l'artère mammaire interne, des branches de l'artère mammaire interne. Là, comme vous voyez ici, c'est l'artère mammaire interne. Il y avait des branches qui sortent et qui vascularisent ce processus comme ici. Regardez, c'est cette artère-là qui sort de l'artère mammaire interne du côté droit. Là, vous voyez l'artère bronchique droite se trompe broncho-intercostale. Ça, c'est l'intercostale, ça, c'est l'artère bronchique. Donc, on va aller de façon sélective intuber cette artère et passer par microcathétérisme de façon distale. Ça, c'est les images en angiographie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'aller avec un microcathéter de façon très distale, ici, emboliser tout ce territoire, terminer, aller vers ce territoire, l'emboliser également en faisant attention de ne pas emboliser des anastomoses. Parce qu'il y a ici plusieurs anastomoses avec l'œsophage en l'occurrence, il faut faire rien. Donc là, l'embolisation, l'aspect avant et l'aspect après embolisation. D'accord? Mais qu'est-ce qui reste? Là, c'est l'artère de tronc broncho-intercostal. Il reste également la mammaire interne. Là, vous voyez, la mammaire interne avec les différentes branches. Donc, systématiquement, on va choisir de grosses particules pour aller emboliser ce territoire. Donc là, c'est avant embolisation et ça, c'est après embolisation. Donc, ce sont deux cas de processus infectieux. Mais il n'y a pas que les processus infectieux, il y a également, comme chez ce monsieur, ce cas de ce monsieur de 56 ans, qui est un grand tabagique, qui nous a été adressé pour une hémoptysie de moyenne abondance avec une dyspnée à l'effort. Qu'est-ce que vous voyez sur cette radiographie thoracique? C'est un syndrome alvéolaire de l'ONTC. Voilà, c'est un normal violent interstitiel. Interstitiel. L'ovaire supérieur. C'est la petite scissure là qui est en aspect convexe. Je vois que c'est... Ok, donc on a complété par un scanner, je vous montre les images. Un aspect d'Alachevaux, Crazy Pavil. Il n'était pas visible sur la thorax. Exactement. Si vous voyez très bien, vous avez une petite lésion ici nodulaire qui est excavée. Regardez. Et vous avez de l'hémorragie également au niveau de l'ovaire inférieur. Donc là, en fait, regardez ici, c'est un temps qui est aortique et un temps qui est artère. Puis on a fait un temps mixte toujours. On fait un temps mixte pour repérer les artères bronchiques. Donc de la même façon, on va faire une angiographie sélective de l'artère du tronc broncho-intercostal. On voit très bien le foyer
ici qui est hyperrénié, l'artère bronchique qui est augmentée de calibre. Et on va aller emboliser ce territoire et le résultat après embolisation. Au décours immédiat, c'est ce qu'on fait parce que ce malade nous a été adressé, si je me rappelle très bien, de telle date, il n'y avait pas de preuve histologique. Donc on l'a embolisé parce qu'il saignait, et puis après on a fait la biopsie. Donc là, on l'a mis sur le côté où ça saignait, et on a fait la biopsie au décours, et c'était un adénocarcinome. Biopsie après embolisation. Après embolisation, parce qu'il saignait, on a voulu d'abord tarir. Au décours, voilà, au décours immédiat, on a fait l'embolisation. Si jamais il resaigne, à ce moment, faire rentrer. Puisqu'il est là. Donc là, un deuxième cas d'un homme de 40 ans, tabagique chronique, qui a une masse excavée du lobe supérieur droit, il présente une hémoptysie également. Je vous montre les images de cette masse lobaire supérieure. Donc le même principe, on fait une cartographie vasculaire artérielle, on repère l'artère, le niveau, c'est-à-dire à quelle vertèbre, pour ne pas perdre de temps en salle d'angiographie et ne pas pas irradier beaucoup le malade et réduire le volume ou la quantité de produits de contraste. Donc là, vous voyez l'artère bronchique qui va vasculariser ce processus tumoral. Et si vous voyez très bien, ici, regardez, il y a d'autres branches qui vont aller, intercostales, qui vont aller participer à la vascularisation de ce processus tumoral. Donc la même chose, regardez cette artère-là, comment elle est tortueuse. C'est une artère bronchique, tronco-intercostale, qui va monter comme ça, et va descendre, et va donner ces branches artérielles. Pourquoi je vous montre également ce cas-là? Parce que regardez, quand on injecte, il y a opacification à contre-courant. Il y a les shunts également. Dans le cancer, on ne peut pas avoir des shunts. Donc dans ce cas-là, il faut choisir des billes de plus gros calibre. Donc on fait l'embolisation, on termine. Voilà. Ça, c'est après embolisation. Et puis après, regardez, quand on va aller plus distalement au niveau de cet intercostal, on voit très bien qu'il reste une partie périphérique qui n'est pas embolisée. Donc on a embolisé que cette partie qui était vascularisée par les branches de l'artère bronchique droite, mais qui reste tout ce territoire qui n'est pas embolisé. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'aller de façon très distale, regardez, également le shunt, ici, d'aller très distalement et emboliser avec de grosses particules, avec un résultat qui est satisfaisant à la suite. Donc exclusion totale de cette hyperémie vasculaire. Voilà. Donc on enchaîne par un autre cas d'une jeune de 12 ans qui a des épisodes d'hémoptysie de faible à moyenne abondance qui nous a été adressé d'Agadir d'un autre collègue pneumologue. Donc il se présente pour des hémoptysies sans autre signe associé. Elle n'a aucun antécédent. La biologie elle est tout à fait normale. Donc là, elle a cette lésion qui est excavée. C'est une tuberculose. Ouais. C'est ce qu'on va voir. Je vous défile la fenêtre parenchymateuse et la fenêtre pulmonaire. C'est une jeune de 12 ans. Oh, très jeune. Il est aussi vascularisé par les artères bronchiques. Oui, et la masse elle est hypervasculaire également. Je vous donne les autres reconstructions coronale et sagittale. Vous voyez tout le lobe supérieur. Il est atteint, il est malade avec une lésion qui est excavée. Une branche droite qui est un peu dilatée. Alors, quelles sont vos hypothèses de diagnostic? Là, je vous donne quelques indices. Compte tenu de l'actualité. Aspergillère. Oui, possible. Une pneumonie abcelle. Chez l'expert, il est négatif. La recherche, toute la biologie, elle est négative. C'est toute la biologie. Sérologie hydatique négative. C'est que ça. Et ça n'élimine pas. On a pensé à une tuberculose, on a pensé à un kystidatique, on a pensé à lymphome également, parce que on va voir la suite. Là, je vous montre ces dossiers, c'est pas pour le diagnostic, c'est pour le caractère plus technique, c'est pour ça. Donc là, vous avez une hypervascularisation de cette lésion avec plusieurs branches émanant de l'artère bronchique droite. Et on a dit tout à l'heure que si c'est l'ovaire supérieur, il y aura participation des autres branches émanant de la mammaire interne ou des autres troncs, mammaire externe, parfois.
Sur le versant inférieur pulmonaire, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait aucune anomalie. Alors, Ce sera une information. donc le chirurgien il décide d'opérer. Ouais. Il décide d'opérer, donc il nous sollicite pour une embolisation préopératoire. Donc on va faire une angiographie, embolisation en même temps. Donc là vous voyez, regardez, l'importance de cette hypervascularisation, et en même temps regardez le shunt qui est très important. Vous voyez? Et là ce sont les images pré-embolisation de l'artère bronchique. On est allé sur les deux rameaux avec ce résultat qui est satisfaisant. Mais il ne faut pas s'arrêter ici. Donc, on est allé encore plus haut vers l'artère subclavière du côté droit. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait des shunts, de gros shunts ici. Il y avait une artère bronchique ectopique également qui participait. Et il y avait cette deuxième shunt à ce niveau-là. Donc tout à l'heure on a dit shunt, donc il ne faut pas emboliser par des... Sauf que ici les shunts sont volumineux, ils sont gros. Donc là, à ce moment-là, parce qu'on ne va pas aller, encore une fois, emboliser, on va se permettre d'emboliser avec des coils. Voilà. C'est ce qu'on avait fait, donc on a embolisé tous les territoires artériels par les coils. La patiente a été opérée, la jeune fille a été opérée. Là, vous voyez les adhérences transpleurales ici. Et bizarrement, en péropératoire, le chirurgien a trouvé des adénopathies. Donc il a pensé à un lymphome. C'est inflammatoire chronique. Oui, c'est inflammatoire chronique. Là, c'est le résultat d'un scanner post-opératoire à 1 mois. On voit l'expansion du lobe inférieur. Donc, il n'y a aucune complication, c'est nickel. Et puis après, surprise, ici, même avec une sérologie qui est tout à fait négative. Exactement. Ici, en post-opératoire, il y a quelque chose de... Une sorte de calcification. Post-opératoire, c'est les clips. Les clips. Oui, c'est les clips. Je pense avec lesquels. Je ne sais pas, le chirurgien est parti, mais il pourra nous. Voilà. Là, comme quoi. Tout à fait. En cas de calcification. Nous, on a pensé justement à la tuberculose, on n'a pas pensé à ce diagnostic a posteriori. On a revu les images de façon très. Il est 14h20, on va pas. C'est comme une balle. Non, on continue. On enchaîne. Là, si vous voulez, un dernier cas, mais j'ai encore d'autres cas. Un homme de 54 ans qui est suivi pour une tuberculose traitée, tabagique c'est vrai, suivi pour BBCO. Il est sous anticoagulant parce qu'il a une arythmie, il a des douleurs thoraciques, une dyspnée, SAD4, il a une hémorrhagie de grande abondance. Il y a un dossier de la garde également. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Sinon, pas cité basal de vote. Il est de tonalité calcique. Calcique. Je dirais en os sèche. Calcique. À quel niveau? Calcique. Non, toute l'intensité là. Densité élevée. Moi, je pense que l'image n'est pas très représentative, mais il a une tonalité hydrique. Qu'est-ce qu'il faut évoquer? Un tabagique, un BPC. Voilà, première des choses, c'est logique. Puis après, sinon, un abcès, peut-être. Il a une bulle surinfectée parce que c'est un BPCO. Il a image d'abcès. Qu'est-ce qui apparaît déjà? Il y a de l'emphysème. Oui, des bulles. Oh, des mains. Surprise. Vous voyez qu'il y a un niveau ici. Et il y a de l'hémorragie tout autour également. La densité, elle est à peu près de 63. Pour les radiologues, une densité de 63, c'est du sang. Qu'est-ce qui peut expliquer la présence d'une lésion hémorragique comme ça? C'est le nom d'une bulle. On a les anticoagulants. Il prend des Rasmussen, regardez, on va vous montrer l'injection. Voilà. J'accélère un peu parce que je pense qu'on a tardé un peu. Donc là, c'est l'injection.
Si c'est un anévrisme, on va voir une image qui a une densité synchrone par rapport aux artères pulmonaires, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, pour vous aider un peu, ce patient, on a pioché avant, pendant la garde, on a vu son scanner de 2020. Il y avait déjà cette bulle. On a fait le 2024, 4 ans avant, je pense. Là, vous voyez, regardez. Oui. Une Sur grosse le cellule bulle. qui a saigné. Une bulle d'emphysème. Bulle d'emphysème. C'est une grosse bulle Bulle d'emphysème, d'emphysème. mais qui a saigné. Qui saigne. C'est rare. Je ne sais pas si vous avez rencontré ça dans votre Oui, pratique. il n'y a rien de sous-jacent après. Tout à fait, oui. Tout à fait. Un cancer. Tout à fait. Là, pendant la surveillance, il faut s'assurer de ça. Donc la même chose, on a fait une embolisation. Là, c'est l'artère bronchique avec le microcathéter. Vous voyez, et là, vous voyez, regardez, la fuite active du produit de contraste. Ici, à ce niveau-là. Avec tarissement de l'hémoptysie par la suite. 15, d'accord. Écoutez, j'ai beaucoup d'autres dossiers, mais si vous voulez, Très on peut intéressant. continuer. C'est la Ah, je peux continuer si vous voulez. Voilà, qui nous chante sur le Ah, c'est comme vous voulez. Merci pour votre présence. Bravo, c'est très intéressant.